27 novembre 1928, le journal L'Intransigeant recueille les confidences de Picasso. Confidences d'artiste. Une visite à Picasso. Picasso dit « Les artistes ne gagnent pas à être connus ». Est-ce modestie, réserve, ou, ce qui est plus plausible, beau prétexte pour sauvegarder sa liberté de civil anonyme? Un esprit vif et caustique lui sert en tout cas de défense et lui permet de rester solitaire, en lui-même. Mais les littérateurs, les critiques, ceux qui écrivent les vies romancées ou autres, n'aiment pas beaucoup cette prudente discrétion. Ils prétendent, eux, au contraire, que les artistes doivent gagner à être connus, mis à nu, disséqués, et malheur à ceux qui n'y gagnent pas. Voici 3 livres qui paraissent dans la même semaine, sur le même artiste, Picasso, bien entendu. Aucun peintre de son vivant ne fut plus commenté que lui. Est-ce parce qu'il est multiple et fuyant, ou parce qu'il veut nous démentir sans cesse, qu'il aiguise ainsi notre désir de le poursuivre? Mais Picasso, étant un artiste exceptionnellement vivant, mérite toute sa gloire vivante. Comme vous le savez, Picasso est un locataire bourgeois de la rue de la Boétie, rue adonnée presque entièrement au plus beau des commerces. Il a maintenant pour atelier de travail tout un appartement au-dessus de celui qu'il habite. Une succession de vastes pièces nues, sans un meuble, sans une chaise avec leur cheminée et leur glace traditionnelle, comme un appartement qu'on vient de louer, et où on n'a posé à terre que des tableaux tournés contre les murs. En réfléchissant bien, je crois me souvenir tout de même qu'il y a aussi une table. Des fenêtres, on doit voir les allées et venues des peintres dans les galeries de la voie sacrée. Des vieilles bobines, du fil de fer, des ciseaux traînent sur le parquet et sur la cheminée. J'ai trouvé Picasso en train de sculpter. Je crois que la sculpture lui tient à cœur en ce moment. On le sent absorbé par ses recherches qui, si elles n'ont pas encore abouti complètement, nous laissent espérer qu'elles mèneront le peintre Picasso vers de nouveaux destins. On devinait cela d'ailleurs depuis longtemps dans son œuvre. Depuis sa période constructive nègre, on y distinguait une volonté de plastique spatiale. Picasso est un très grand dessinateur. Le dessin est autant à la base de la peinture qu'il fait le fond de la sculpture. Ce dernier domaine n'est donc pas fermé à Picasso. Et puis, inventeur infatigable, il trouvera peut-être dans cet art le moyen d'une évasion nouvelle. Réussira-t-il à doter de destinées et de solutions neuves la sculpture limitée aujourd'hui à son domaine strict et à ses traditions? Voici de petites constructions en fil de fer surmontées de minuscules têtes rondes et plates. Elles sont les figures graphiques de ses récents dessins. Elles montrent le désir de Picasso de faire une sculpture qui serait dans l'espace et qui aurait sa part d'air. L'espace ne servira plus à délimiter la masse et les formes sculpturales fermées. Il interviendra dans la construction même et il participera à sa formation. Les parallèles en fil de fer, traits au rythme correspondant que Picasso construit, vont à leur tour, avec leurs dessins, délimiter l'espace. Ces sculptures aériennes de mâts et d'antennes, Picasso les voit exécutées en grand, en pylônes de fer ou de n'importe quelle autre matière. « Je voudrais faire maintenant dans cet ordre d'idées, nous dit-il, le monument pour Guillaume Apollinaire. » Il y a d'autres essais montés sur une bobine qui leur sert de piédestal en fil de fer tordu et tourné plusieurs fois sur lui-même. Et enfin l'album des dessins projets de sculpture rapportés de ses vacances. Là, la forme sculpturale est respectée. D'inspiration primitive, il ressemble à des sculptures d'ossements ou de pierre. « Vous voyez, dit Picasso en nous montrant un dessin. On le prend généralement pour une femme assise. C'est un gigot, une pomme de terre, une fourchette et un cornichon. » Et il nous désigne les éléments qui ont constitué la femme assise. Puis il parle de ses recherches. On a traduit jusqu'à maintenant en sculpture les données plastiques de la peinture cubiste. Il m'a paru intéressant de tenter l'aventure en partant d'un point nouveau. Maintenant, nous faisons le tour des pièces.
Picasso retourne de temps en temps un tableau d'une époque différente en nous racontant cette anecdote de Juan Lépin. Il lui prit un jour la fantaisie, là-bas, de peindre sur le mur d'un garage. Voyant son mur barbouillé, le garagiste protesta énergiquement contre ce vandalisme. Il assigna même le peintre à lui payer des dommages et intérêts pour la réparation du mur. Dommages qui s'élevèrent à 90 francs. « Si vous saviez qu'à Paris, on me paie pour faire ce métier-là, » lui dit Picasso. Et le garagiste de s'esclaffer de bon cœur. « Allons donc, vous n'allez pas me faire croire que les Parisiens sont si bêtes que ça ?» Picasso a dû payer la réparation. Voici les petits tableaux rapportés de son séjour à Dinard. Groupe de baigneurs sur fond de mer grise et de rochers. Voici les grandes compositions chatoyantes d'avant les vacances indiquant déjà les constructions aériennes par la fermeté métallique de leurs dessins. Puis les tableaux qui les précédèrent, où un trait unique contraste avec un fond plat d'une seule couleur, parfois de deux, tableaux situés aux limites extrêmes de la peinture. Une façon de se jeter par la fenêtre, dit Picasso. Pour prendre l'air probablement, et avec ce sentiment du danger qui lui est indispensable. Maintenant, retour en arrière. Voici un panneau 1910. De cette période de tableaux méticuleusement ordonnés, qui fut la première manifestation d'ensemble du cubisme. Leur surface était divisée géométriquement en petits rectangles très soigneusement peints. Ils formaient des sortes de tapisseries à fond gris ou crème d'une admirable qualité plastique. Je demande à Picasso comment pourrait-on appeler cette période. Appelez-la donc Van Kahnweiler. Époque Van Kahnweiler. Ce fut une très belle époque, l'affirmation enthousiaste d'un idéal. Le problème plastique du cubisme était posé solidement dans toute sa fraîcheur prometteuse. La peinture était à la fois classique et sensible. Et telle était votre foi en un idéal commun que l'on confondait à cette époque vos tableaux avec ceux de Braque. Oui, très souvent. Mais je ne comprends pas cela. On n'avait qu'à voir de plus près. Il est vrai qu'on nous a montré à Braque et à moi dernièrement la photo d'un tableau de cette période qui était de l'un de nous deux. Eh bien, nous avons mis longtemps à deviner quel en était l'auteur. On a prétendu alors que vous faisiez de l'abstraction. J'ai horreur de toute cette peinture dite abstraite. L'abstraction, quelle erreur, quelle idée gratuite. Quand on colle des tons les uns à côté des autres, et qu'on trace des lignes en l'air sans que cela corresponde à quelque chose, on fait tout au plus de la décoration. Justement, durant cette période, nous avions la préoccupation passionnée de l'exactitude. On ne peignait que d'après une vision de la réalité, que nous tâchions, par un travail acharné, combien nous avons soigné ce côté-là, d'analyser plastiquement. Chaque tableau, à ce moment, quel effort, que de scrupules de laisser échapper quelque chose. J'avais fait le Pont Neuf, tel que je le voyais. Ce fut à ce moment une vraie fureur d'exactitude. Tenez, comme une analyse de pharmacien. Tout doit y être avec son poids et sa quantité juste. C'était la même chose dans notre analyse à nous. Ce sentiment d'ailleurs de l'exactitude, je l'ai toujours gardé dans mes recherches. Il n'y a aucune peinture, aucun dessin de moi qui ne répondent exactement à une vision du monde. J'aimerais un jour montrer à côté de dessins à forme synthétique les mêmes faits dans une manière classique. On constatera mon souci d'exactitude. On pourra même voir que les premiers sont plus exacts. Évidemment, l'œuvre de Picasso est basée scrupuleusement sur sa vision personnelle. Cette œuvre est claire, par conséquent, et ne procède jamais du mystère. Le mystère, si mystère il y a chez Picasso, vient de la qualité et de la richesse simple de sa peinture. Il est l'esprit inexplicable de la création. Il n'y a rien de plus mystérieux que la simplicité. Depuis quelques années, la plupart des mouvements ou des groupements de jeunes qui se sont esquissés dans le monde de la peinture placent leurs initiatives sous l'égide ou la présidence plus ou moins honoraire de Picasso. Aussi, celui-ci se voit réduit à faire partie des idéologies les plus diverses. Picasso est bon comme un ministre. Il ne peut pas refuser la corvée d'une inauguration. Il y va, il sourit, il félicite les combattants ravis de l'honneur qu'il leur fait, puis il s'en va.
il rentre chez lui. Efstratios Teriade. Rétro News, le site de presse de la BNF.